Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre, semaine du 25 février 2025. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour une semaine d'actualité pour le moins occupée. Alors que d'un côté, j'aimerais qu'on s'attarde à toute la question de l'Ukraine, ces négociations qui sont actuellement en cours et Dieu sait que ça brasse. Alors que Trump est en train, encore une fois, on en parlait la semaine dernière, d'exclure les Européens, d'exclure également potentiellement même les Ukrainiens. On a en trame de fond cette négociation sur l'entente de minerais métaux stratégiques. En fait, ça dépasse maintenant les minerais métaux stratégiques. Ce qu'on comprend, c'est que ça inclut l'entièreté du potentiel extractif de l'Ukraine. Donc, on parlera de tout ça tout à l'heure. Zelensky qui a fait des déclarations intéressantes aussi vis-à-vis sa propre place à l'intérieur du gouvernement ukrainien, disant qu'il était prêt à démissionner demain matin en échange de... On y reviendra dans un moment. La garantie de sécurité américaine qui est sérieusement remise en doute un peu partout à travers de l'Europe, alors que justement les Américains sont en train de organiser l'espace de sécurité européen sans l'avis des Européens eux-mêmes. Parlant d'Europe, c'est notre deuxième dossier aujourd'hui, les élections en Allemagne. C'est quelque chose qu'on avait regardé avec un peu de prospective au cours des dernières semaines dans la revue de presse. On se disait à quel point cette élection était absolument cruciale. On se souvient donc de l'effondrement de la coalition de Olaf Scholz au cours des dernières semaines qui nous a mené bien sûr au déclenchement de cette élection sur un fond de certains enjeux majeurs. D'abord, l'immigration. C'est certain, ça a été exacerbé notamment au cours des dernières semaines par des attentats très récents là, en Allemagne. La crise économique, l'Allemagne, est important de le comprendre, on est en récession, c'est des industries en difficulté à plusieurs égards et en fait, on n'a eu aucune croissance économique en Allemagne au cours des 5 dernières années. C'est donc quelque chose qui est difficile à comprendre pour un Nord-Américain, étant donné qu'ici, tant au Canada qu'aux États-Unis, il y a eu une certaine croissance au cours des dernières années, quelques 12% cumulativement du côté des États-Unis. Donc, clairement, l'Allemagne a été laissée derrière. Cette élection législative qui remplace le gouvernement en place, donc de M. Olaf Scholz, qui sera remplacé par un gouvernement de droite. On y reviendra tout à l'heure sur le profil du chancelier en question, les impacts pour l'Europe, tant pour les frontières, sécurité européenne, mais aussi plus largement sur les questions idéologiques, sur la droite, extrême droite, etc. Les efforts de réduction de la main-d'œuvre continuent aux États-Unis. On les appelle comme ça pour être très polis parce que je vous dirais que c'est en train de prendre une tournure pour le moins assez intense pour ce qui est de ces coupes dans l'appareil étatique américain. Elon Musk qui commence visiblement à toucher à des enjeux un peu plus délicats alors qu'on s'approche notamment du Pentagone et de programmes qui sont très chers aux Américains en ce qui a trait également de la bureaucratie fédérale. En rafale, quelques dossiers en terminant. On aura l'opportunité tout à l'heure, si on a la chance, bien sûr, en fin d'émission, de parler du plan de Gaza de Donald Trump, alors qu'on a des développements dans le monde arabe, au Moyen-Orient. On a également Israël, de son côté, un cessez-le-feu extrêmement fragile avec le Hamas. On pourrait peut-être, si on a le temps en fin d'émission, regarder les possibilités à cet égard. Et finalement, deux nouvelles du côté de l'informatique par rapport à Microsoft et Gazprom avec M. Poutine. Donc, on commence sans plus tarder avec notre premier dossier du jour, cette question des négociations entre les États-Unis et l'Ukraine, la Russie, pourrait-on inclure en fait l'Ukraine au point où on en est? J'aimerais qu'on fasse la lecture très rapide ensemble d'un article qui nous provient du New York Times. Alors qu'on a des négociations, comme je vous le rappelais tout à l'heure, par rapport à ce fameux accord d'extraction en Ukraine. On se souvient, la semaine dernière déjà, on avait eu cette première balle qui nous venait un peu du champ gauche, comme quoi Donald Trump pousse actuellement très fort pour un accord de partenariat, j'allais dire un accord de libre-échange, c'est beaucoup plus que ça. C'est un accord de partenariat commercial avec l'Ukraine pour s'approprier 50% du potentiel extractif. Et il est important d'utiliser les bons termes vraiment, parce qu'il est question du potentiel extractif. On nous parlait au départ seulement des terres rares, que c'était essentiellement l'intérêt des États-Unis de remplacer la Chine dans la chaîne d'approvisionnement, de trouver une source fiable pour les terres rares. On sait que c'est quelque chose qui est très important dans la chaîne de production pour autant au secteur technologique que militaire. C'est très important dans les économies développées. Et bien sûr, un certain nombre de pays seulement y ont accès. La Chine, notamment. L'Ukraine est une pépinière importante de terres rares, notamment dans certains minéraux. On a jusqu'à 20% des réserves mondiales, par exemple pour le graphite. Des réserves intéressantes de lithium aussi. Donc, les États-Unis s'intéressaient particulièrement à tout ça et c'est ce qui était promis un peu par l'Ukraine, ou du moins, c'est ce qui était laissé présager par l'Ukraine, alors que
on essayait ouvertement d'intéresser les Américains à l'importance de l'Ukraine, de la garder du côté de l'Europe, à la garder du côté des alliés. On disait, vous savez, on a énormément de minéraux et ça pourrait être utile pour les États-Unis, pour les alliés, pour l'Europe dans la course contre la Chine. Maintenant, il devient clair que les États-Unis tentent plutôt de faire main basse sur tout ce qui a un peu de valeur en Ukraine. Et d'ailleurs, Donald Trump ne s'en cache plus vraiment dans les termes qui sont employés, alors qu'on dit, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir soit des terres rares, minéraux, métaux, soit du pétrole, du gaz, et les mots qui sont utilisés par Trump sont « whatever we can get », peu importe ce qu'on peut avoir. Les paramètres de l'entente, on a eu un peu de précision cette semaine sur comment tout ça serait articulé. Essentiellement, les États-Unis ouvriraient un fonds avec l'Ukraine et l'Ukraine devrait contribuer à ce fonds avec 50% des revenus d'extraction, des profits, ce sera à voir éventuellement, on présume qu'il est question des profits, qui seraient déposés dans un compte jusqu'à ce que ce compte atteigne 500 milliards de dollars. C'est un montant qui est visé par Donald Trump parce qu'on estime que c'est une contrepartie raisonnable et juste pour la contribution américaine. Ça, en soi, c'est très discutable, il faut le comprendre. On en a parlé aussi dans la dernière revue de presse. La contribution américaine est loin d'atteindre 500 milliards et ça, c'est encore une fois avec, disons, de la comptabilité très créative. Alors que les Américains ont employé des équipements qui étaient souvent obsolètes, dépassés, qui les ont envoyés vers l'Ukraine en marquant tout ça au prix du coûtant. Au prix, de l'achat au moment où la transaction a été faite des années plus tôt. Si on achète un missile, par exemple, à 10 000 $ il y a 10 ans, ce missile, probablement, dans beaucoup d'égards, n'avait plus la même valeur, que ce soit à cause de la durée de vie, l'expiration qui arrivait très rapidement, tout simplement raison de la technologie en tant que telle qui était obsolète. Les Américains ont donc employé l'opportunité qui était l'Ukraine pour se débarrasser de beaucoup de leur vieil équipement. Et d'une certaine manière, ça permet aussi à l'industrie militaire américaine de se dynamiser. On l'a vu au début du conflit, les grands producteurs de munitions et d'armements américains spécifiquement, mais en Europe aussi, ont été incapables de répondre à la demande. Et donc, la réponse qui est venue à partir de Washington, mais aussi à partir des capitales européennes, ça a été de stimuler toujours plus de production à partir de ces grands manufacturiers. Résultat, on s'est retrouvé assez rapidement à l'intérieur de 6 ou 8 mois avec une production considérablement plus intéressante du côté des Américains, alors que tant que ce soit les missiles, les avions, que ce soit les chars, que ce soit l'équipement technologique, les drones, etc., les systèmes de guidage, peu importe, tout ça a été rapidement accéléré en termes de tant de qualité de production que de rapidité de production. Et donc, l'industrie américaine s'en est retrouvée beaucoup plus forte. Aujourd'hui, on regarde dans la direction de l'Ukraine et on dit, vous nous devez, peu importe ce qu'on a investi dans le conflit, c'est complètement déraisonnable. Ça, c'est d'abord pour ce qui est du montant. Le montant en tant que tel, c'est pas vrai que c'est 500 milliards. Il est question d'à peu près plutôt quelque chose comme 150 milliards d'ailleurs. Et il y a une déclaration là-dessus qui m'agace beaucoup de la part de Donald Trump. Donald Trump qui semble avoir mal compris un élément là-dessus, alors que Zelensky a effectivement affirmé à un certain moment que il manquait 50% de l'argent. Que 50% de l'argent, environ la moitié, qui avait été envoyé à l'Ukraine, il ne l'avait pas, qu'il ne savait pas où elle était. Cette déclaration-là a été reprise par Donald Trump et par l'administration Trump plus généralement depuis les derniers jours, en fait depuis une semaine, pour sous-entendre que l'Ukraine manquait d'intégrité, manquait d'honnêteté, qu'on avait dilapidé les fonds ou encore que ça avait été frauduleux, carrément, qu'il y avait eu des manœuvres frauduleuses. C'est complètement faux. Puis ça, il est important de le comprendre. C'est vraiment un malentendu. Ce que Zelensky a dit, puis il est important de regarder la déclaration en tant que telle. Zelensky a dit: vous nous dites que vous avez envoyé 150 milliards de dollars. Ce 150 milliards-là, c'est ce qui est signé au Congrès. C'est ce qui est autorisé. Beaucoup de cet argent, il n'est pas envoyé instantanément. Il est envoyé à coût de 3, 4 milliards. On en autorise 10. Quand vous serez prêt d'en avoir un autre 3 ou 4, on vous envoie l'autre 3 ou 4. On va assigner, par exemple, 5 milliards en armement.
mais l'armement n'est pas nécessairement envoyé en Ukraine immédiatement. Il faut organiser la logistique, il faut envoyer les livraisons, il faut que ce soit réceptionné en Ukraine, il faut que les gens soient formés. Donc, il y a quand même un laps entre le moment où l'argent est autorisé, l'argent est reçu, dépensé en Ukraine. Donc, ce que Zelensky disait, c'est « Attention, là, vous nous parlez de 150 milliards de dollars que vous avez envoyés en Ukraine, c'est pas vrai. Moi, de cet argent-là, il y en a 50% que je n'ai jamais vu, que je ne sais pas il est où. Si vous me demandez, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire. » Ce qu'il est en train de dire, et ça a été d'ailleurs, il a détaillé par après, là, on est très clair là-dessus, c'est vraiment un malentendu, c'est de l'argent qui n'a pas été envoyé à l'Ukraine. Et là, l'administration Trump est en train d'utiliser la déclaration comme quoi l'Ukraine n'a aucune idée de l'argent qu'on lui a envoyé, qu'est-ce qui est arrivé avec. C'est pas vrai. Il y a vraiment un énorme laps d'informations entre l'un et l'autre. Là, il est important de réduire ce déficit-là et qu'on se comprenne tout le monde. L'argent qui a été envoyé en Ukraine, il y en a beaucoup qui est tout simplement encore dans les poches de divers organismes, diverses organisations à Washington, aux États-Unis, qui sont responsables d'acheminer tout ça en Ukraine. Donc, attention, quand on accuse l'Ukraine d'avoir caché 50% de l'argent, il serait question de dizaines de milliards, même dans un mécanisme de fraude de dimension absolument biblique. Ce serait difficile de cacher autant d'argent dans une période de temps aussi courte. Là. Ce serait vraiment une manœuvre spectaculaire. Donc, il est important de le comprendre. Les Ukrainiens n'ont pas dilapidé de l'argent. Peut-être, certainement, on présume, c'est la guerre. Il y a toujours de l'argent qui est dilapidé, il y a toujours du gaspillage, de la fraude. Et il y a certainement un bon nombre de scandales et d'épisodes qui ont été bien documentés à l'intérieur de l'armée ukrainienne, des gens qui ont été congédiés à cause de tout ça. Mais faisons la part des choses. Attention, quand on dit 50% de l'argent, l'Ukraine n'a aucune idée où ce que c'est. Ce que Zelensky est en train de dire, c'est plutôt que l'argent n'a pas été envoyé encore et que ce serait un peu ridicule de le tenir imputable de cet argent et de dire, vous devez le rembourser. Là-dessus, Zelensky a raison. Donc, les Américains sont en train de changer graduellement les paramètres de cette entente pour avoir des minerais, pétrole, gaz naturel, peu importe ce que vous pouvez imaginer, en essayant de se rembourser sur la prémisse de 500 milliards de dollars qui n'ont jamais été donnés. Donc ça, c'est le premier point qui frustre beaucoup l'Ukraine et qui frustre un certain nombre d'alliés également, parce que là, les Européens, certes, ont une certaine quantité de leur propre aide qui a été garantie. Donc, reçoivent actuellement des paiements ou vont en recevoir éventuellement en remboursement de la part de l'Ukraine. Ça frustre beaucoup les États-Unis aussi, qui ont l'impression d'avoir été laissés un peu asséchés. On se dit, pourquoi est-ce que les Européens ont des garanties de remboursement sur une portion de leur paiement, alors que d'un autre côté, les États-Unis, on doit espérer éventuellement d'être remboursés. La réalité là-dessus, il faut être très clair. Ce sont les États-Unis eux-mêmes qui sont responsables de leur propre malheur. C'est l'administration Biden. Et c'est un peu là où j'ai un problème avec l'attitude de l'administration Trump vis-à-vis l'Ukraine actuellement, c'est que ça fait complètement abstraction des engagements passés de Washington vis-à-vis tant l'Europe que l'Ukraine elle-même. Alors que, souvenez-vous, on nous a dit tout le long qu'il y aurait un arrangement, qu'on trouverait un moyen, qu'une fois la guerre terminée, il y aurait des négociations et on prenait pour acquis que l'entièreté de la somme ne serait pas remboursée par l'Ukraine. En fait, on avait réalisé une vidéo entière là-dessus sur comment est-ce qu'on pouvait entrevoir le remboursement, comment ce serait réalisé. On avait évoqué un certain nombre de possibilités. Un, que oui, les États-Unis allaient probablement être très actifs dans l'Ukraine d'après-guerre au niveau industriel, commercial, que probablement que ces géants du capital à la BlackRock, Vanguard, etc., seraient très impliqués dans la reconstruction et qu'ils pourraient capitaliser là-dessus, que ce serait une forme de remboursement. Cela étant dit, on avait aussi évoqué la possibilité qui était, disons qu'on faisait miroiter du côté de l'administration Biden, de rembourser seulement une portion, un remboursement partiel, alors que les États-Unis, tout simplement, avec leurs alliés, pardonneraient une portion des dettes. Finalement, dernier scénario qui était sur la table, et c'est celui qui était le plus tiré par les cheveux, et aujourd'hui qui est exposé pour son absurdité totale, on présumait que l'assistance tant américaine, européenne, mais aussi la reconstruction de l'Ukraine serait remboursée à partir des réparations payées par la Russie. Comme quoi on utiliserait des fonds qui seraient assignés directement par Moscou après la guerre pour rembourser les États-Unis, les différents financiers et les pertes de l'Ukraine plus généralement.
ça n'a jamais tenu la route. On a mentionné à quelques opportunités ici à quel point c'était tiré par les cheveux. D'abord, sur la question de l'exécution. Comment est-ce qu'on extrait cet argent de la Russie? Il aurait fallu qu'il y ait une entente. S'il n'y a pas d'entente, et c'est là qu'on était, alors on se retrouvait avec la solution alternative qui était de geler, d'utiliser les fonds gelés de la Russie dans diverses institutions financières à travers le monde. Ces fonds qui avaient été bloqués au début de la guerre avec l'Ukraine et qui étaient toujours sous la possession de ces institutions. On se disait, on a quelques 150, 200 milliards, dépendamment des estimations et des pays participants. On pourrait prendre cet argent et le redistribuer pour le remboursement. Maintenant, on se pose un peu la question de savoir qui allait avoir cet argent. Est-ce que c'était les Américains qui se remboursaient et qui ensuite payaient pour la reconstruction de l'Ukraine, ou est-ce que ça allait directement à l'Ukraine sous forme de réparation? Tout ça n'était pas clair, mais encore, on n'avait pas de consensus en Europe. Il y avait une certaine division vis-à-vis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'utiliser les fonds de la Russie qui ont été bloqués à travers le monde? Parce que, bon, l'évidence là-dessus, c'est qu'on veut une relation avec la Russie après la guerre. Les pays européens voyaient qu'éventuellement cette guerre allait se terminer, qu'il allait falloir entretenir une relation productive avec la Russie. Et si jamais on avait cette espèce de traumatisme, de blessure et disons, d'épisodes hautement controversés où on gèle les fonds qui appartiennent à l'État russe et qu'on les utilise contre leur volonté et contre leurs intérêts pour remplir les poches de l'Ukraine ou d'un adversaire comme les États-Unis, clairement, ça aurait été problématique. On voyait un peu tout ça venir. Donc, les Européens y résistaient. Et même aux États-Unis, vous aviez une résistance importante pour préserver tout simplement l'influence du dollar, alors qu'on avait l'impression que d'utiliser le dollar, on utilise le terme en anglais « weaponize the dollar », de faire une arme avec la monnaie américaine, avec la devise, ce serait un peu myope, parce qu'au bout de la ligne, les autres pays à travers le monde voyaient cet épisode et allaient tout simplement réduire ou carrément remplacer leurs réserves de dollars pour des devises alternatives. Ce qui, tout ça, bien sûr, est problématique dans le contexte où on veut un dollar américain très fort, très dominant, qui permet ensuite de faire ce genre de choses, de geler des fonds et d'avoir une influence à travers le monde. Plus on utilise ce levier, plus on a de chance de le briser. Alors donc, très longtemps, les Américains ont fait miroiter à l'Ukraine, en fait, tout au long de la guerre, que le remboursement ne serait pas un problème, que ce ne serait pas une source de tension avec Washington et qu'il y aurait donc des compromis qui seraient faits. Aujourd'hui, on réalise que ce n'est pas le cas, que les engagements passés des États-Unis vis-à-vis l'Ukraine sont pour l'essentiel brisés à partir du moment où on demande non seulement un remboursement intégral de l'aide qui a été donnée, mais encore plus, on gonfle considérablement le montant et on le triple en termes de remboursement exigé. Parce que même si on part d'un principe de 150, 200 milliards, on est au minimum à une demande de remboursement de 500 milliards. Et encore une fois, soyons clairs, qui compte? Qui va compter les 500 milliards? Qui va compter la valeur des minerais? Qui va compter la valeur des mines, des gisements? Vous comprenez que tout ça, c'est un exercice comptable d'abord et avant tout. Si vous êtes en mesure un peu comme le faisait Israël, d'une certaine manière, où on donne des services aux Palestiniens à partir de l'argent qui leur est perçu. On perçoit les taxes sur les Palestiniens et ensuite on fournit le service et on se paie soi-même. Il était très facile pour l'État d'Israël de simplement dire le prix de l'eau est 3 fois plus cher que ce que vous pourriez imaginer. Le prix de la nourriture, le prix de l'administration publique, le prix de l'électricité, etc., tout ça peut être gonflé considérablement pour s'en mettre dans les poches. C'est pas nouveau, c'est souvent ce qu'on voit en fait pour ce qui est de la reconstruction notamment de l'Afghanistan. On a fait ça pendant des années, essayer de construire une route à travers l'Afghanistan qui s'est avérée une perte gigantesque et un gaspillage de fonds publics énorme. L'Ukraine, de son côté, va se retrouver avec des questions très sérieuses, à savoir, est-ce que la garantie de sécurité américaine en vaut la peine? Et c'est vraiment la question fondamentale devant laquelle on se trouve en ce moment, parce que malgré ce qu'on pourrait imaginer, malgré l'optique derrière tout ça, malgré le fait que les Américains brisent leurs engagements, malgré le fait que les Américains sont en train essentiellement de réorganiser l'Ukraine, un peu comme la conférence de Berlin avec l'Afrique, où les Américains prennent le contrôle des gisements, prennent le contrôle des ressources naturelles et où les Russes prennent le contrôle du Donbass et de la Crimée. On se partage, on se morcelle l'Ukraine d'une certaine manière. Il y a quelque chose de très colonialiste dans cette posture. Mais malgré l'optique, l'Ukraine pourrait quand même avoir un avantage à accepter. Et c'est là que je vous demande, s'il vous plaît, de prendre ce que je vous dis avec un grain de sel et de me donner quelques secondes avant de me lancer des tomates.
L'Ukraine a besoin d'une garantie de sécurité. Je pense qu'on est tous conscients de ça. Je pense qu'on est tous conscients aussi que l'Ukraine a une dette. Je pense qu'on est tous conscients aussi que l'Ukraine sera nécessairement alignée au niveau commercial et industriel, non pas avec la Russie puis avec les pays d'Europe de l'Est, mais bien avec l'Europe elle-même, qu'elle soit membre de l'Union européenne ou non, et avec les États-Unis spécifiquement pour ce qui est du capital, etc. On a déjà vu le grain, les produits agricoles ukrainiens être exportés particulièrement vers l'Europe, ensuite les États-Unis, finalement vers le Moyen-Orient, l'Afrique, etc. Donc, on voit que l'Ukraine est déjà en train d'être vidée de son potentiel économique d'une certaine manière. On voit qu'à l'horizon, ce qu'il y a, c'est une Ukraine colonisée par le capital occidental. Voyons ça comme ça. C'est pas négatif en soi. C'est vrai pour le Canada aussi, c'est vrai pour beaucoup. C'est juste une question d'alignement, de qui investit et dans quelle direction vont les flux de capitaux. Une fois qu'on sait qu'il est acquis qu'on va être aligné avec l'Occident, qu'il est acquis qu'on a besoin d'une garantie de sécurité, que l'Europe ne peut pas fournir cette garantie de sécurité. Zelensky l'a dit lui-même. Une garantie de sécurité par l'Europe, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas crédible, ils n'ont pas la capacité de nous défendre vis-à-vis de la Russie. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Zelensky, qui dit la seule garantie de sécurité crédible doit comporter l'implication de Washington, sans quoi ce n'est pas sérieux. Sachant tout ça et sachant ensuite que l'OTAN n'est pas sur la table, on a souvent fait croire qu'elle l'était, elle ne l'est pas, visiblement, et les déclarations de l'administration américaine dans ce sens sont absolument sans équivoque. Il n'y a aucune chance que l'Ukraine soit inclue. Alors, quelle est la garantie de sécurité de l'Ukraine? La seule qui peut être offerte, ce sont les États-Unis. Les Américains ne veulent pas en donner une. Individuellement, au contraire, ils appellent plutôt aux Européens à lever la main. On en parlait la semaine dernière. Les Américains, au moment où on se parle, distribuent un questionnaire à travers les capitales européennes pour sonder essentiellement le niveau d'implication que chacun est prêt à accorder dans une opération de maintien de la paix ou de reconstruction de l'Ukraine. On essaie de voir, vous, les Suisses, 200 soldats, vous, la France, 2000, vous, l'Allemagne, 3000, et on essaie de composer tranquillement comme ça un inventaire. Combien d'avions, combien d'hélicoptères, combien de chars? Les Américains est assez clair. Le jeu qu'on est en train de mettre sur la table, c'est qu'on ne veut plus s'impliquer en Europe, qu'il n'y aura aucune force américaine, à moins que ce soit absolument nécessaire, notamment pour protéger les intérêts économiques américains. Donc, pour Zelensky, pour l'Ukraine, la garantie de sécurité américaine, elle n'est pas sur la table. Et s'il est vrai que c'est la seule qui est crédible, au regard où on n'a pas l'OTAN, on n'a pas l'Europe, il faut faire quelque chose pour l'obtenir. Ce ne sera pas gratuit. Ce sera nécessairement pas gratuit. On pourrait imaginer l'OTAN, par exemple, où on a un plancher d'investissement de 2 %, où Trump nous dit maintenant que ça devrait être 5 %. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a aucune alliance défensive qui se fait avec $0. D'ailleurs, on pourra regarder avec le Japon. Le Japon aussi, en passant, est sous beaucoup de pression avec les États-Unis, avec l'administration Trump spécifiquement, pour une contribution à l'alliance de défense, alors qu'on dit le Japon doit payer plus. Le Japon doit payer pour la présence américaine qu'il défend. Longtemps, les Américains ont framé, si on veut, ont présenté leur présence au Japon comme étant dans leurs intérêts. Et ça permettait aux États-Unis, stratégiquement, d'avoir une présence juste à côté de la Chine, d'avoir des bases, d'avoir une zone sous leur contrôle dans le Pacifique qui leur permet bien sûr de projeter une influence puis une capacité militaire, une capacité de dissuasion. Donc, les Américains ont rarement compté les dollars du côté du Japon, mais soudainement, l'administration Trump demande au Japon de contribuer. Même chose pour la Corée du Sud, même chose pour l'Allemagne lors du dernier mandat de Donald Trump avec la base de Ramstein qui a été essentiellement vidée de son personnel américain ou du moins considérablement réduite en termes d'importance. Il est clair que l'Ukraine n'est pas seule dans cette lutte, où la garantie de sécurité américaine vient avec un prix. Donc, sachant tout ça, sachant que l'Ukraine n'a pas la capacité d'extraire ses propres minéraux, métaux, gaz, pétrole, que beaucoup de tout ça est soit sous contrôle russe, soit n'est pas exploité actuellement et a besoin d'énormément de capital pour être lancé. C'est pas des mini-entreprises, c'est pas des petites moyennes entreprises qui font l'extraction minière, pétrolière, gazière. Ce sont des grosses entreprises. Il faut beaucoup d'investissement, beaucoup de capital. Donc, on voit déjà que quelqu'un va devoir s'impliquer. Ce sera nécessairement les États-Unis.
quitte à se faire vider de son potentiel industriel par les États-Unis, aussi bien avoir une entente ferme, noir sur blanc, avec des contreparties, et qui garantissent, oui, idéalement 50% des revenus. Je veux vraiment qu'on soit clair ici, là. Soyons sérieux, soyons lucides et soyons intellectuellement intègres. Est-ce que c'est différent de ce que fait la Russie dans le Sahel? Des États africains dans le Sahel qui disent « on n'a pas les moyens de développer notre propre secteur minier, on n'a pas l'investissement, on n'a pas le capital, mais ça vaut quelque chose clairement. » On fait venir la Russie et en échange d'une garantie de sécurité, où la Russie s'engage à défendre, oui, les gisements, mais aussi plus largement le gouvernement en place, vous avez un accès total et entier aux gisements de ressources naturelles, que ce soit le bois, l'or, le lithium, peu importe, le cuivre. C'est essentiellement la même chose que les Américains sont en train de faire. En fait, c'est littéralement la même chose. L'Ukraine est capable de développer son propre potentiel minier, ayant besoin d'une garantie de sécurité, faisant face à une menace sécuritaire on pourrait parler du djihadisme, de l'islamisme pour ce qui est du Sahel. Dans le cas échéant, c'est la Russie. C'est pas complètement différent. Je vous dis pas que c'est mieux, je vous dis pas que c'est moral pour autant, mais c'est une pratique qui existe ailleurs dans le monde. Les garanties de sécurité ne viennent pas gratuitement et le potentiel minier, s'il est là et qu'on n'est pas en mesure de l'exploiter, ça rend service souvent d'avoir des entreprises externes qui vont venir, qui vont arriver avec des centaines de millions de dollars en capital, qui vont investir, sortir le minerai, sortir les métaux de la terre et ensuite payer une taxe, payer des emplois, ajouter de l'impôt sur le revenu, ajouter à la base fiscale du pays en tant que tel. Ça peut être très positif. Donc là-dessus, moi, je vous dis, faites attention à l'optique. Je sais que ça paraît très mal, cette question d'avoir un échange très transactionnel. Je sais qu'on peut disputer seulement le montant. Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que c'est vraiment de l'aide? Je comprends tout ça. Mais si on reste fondamentalement sur la question de « on a besoin d'une garantie de sécurité, vous ne voulez pas nous la donner et vous êtes les seuls à le pouvoir », il faut que ça se paye. Il faut que ça se paye, surtout dans une administration américaine qui refuse de contribuer justement à la sécurité internationale. Ça, c'est assez clair maintenant, que les Américains ne prennent plus leur responsabilité d'arbitre très au sérieux, qu'ils se disent « arrangez-vous ». On n'est pas en train de discuter de la moralité derrière tout ça, on est en train de discuter de la science politique derrière tout ça, à savoir l'Ukraine est en train de reprendre essentiellement le modèle des pays du Sahel pour ce qui est d'une garantie de sécurité assurée depuis l'extérieur en échange des métaux, des minéraux, des ressources naturelles. Là-dessus, maintenant, il est absolument vrai que ça constituerait une garantie crédible. Si des Américains arrivent en Ukraine et qui se mettent à exploiter le potentiel minier, pétrolier, etc., gazier, en ce moment, l'Ukraine demande à ce que ce soit écrit noir sur blanc sur l'entente. Et c'est la seule condition en passant. Et c'est pourquoi je vous le dis, malgré l'optique, les Ukrainiens sont loin d'être fermés à l'idée. Et malgré ce que Zelensky dit, franchement, je peux pas signer une entente comme ça, il est très possible qu'au moment où vous allez regarder cette revue de presse, l'entente va être signée. Zelensky fait beaucoup de gesticulations en ce moment, mais l'entente, moi, si j'avais ma main à mettre au feu, elle va être signée. Parce que l'administration Trump le demande, parce que la posture politique de Zelensky ne permet pas de résister à ça énormément, malgré qu'on fait miroiter l'inverse. Zelensky n'a pas vraiment le choix de négocier actuellement et les États-Unis sont vraiment en position de force. Donc, je vous dirais que l'entente va probablement être réalisée et ce qu'on demande du côté des Ukrainiens, c'est vraiment juste que la garantie de sécurité soit noir sur blanc. Les Américains, de leur côté, on en parlait la semaine dernière, disent tout simplement, écoutez, si on a des milliards de dollars en investissement qu'on déploie chez vous, nécessairement, on va les protéger. Nécessairement, on va venir s'impliquer pour s'assurer. Et les Ukrainiens disent, good, on peut pas vous prendre au mot. Pas après ce qui vient de se produire. Pas après la trahison, essentiellement, à laquelle on vient d'être sujet. On doit nécessairement avoir une entente noir sur blanc qui nous garantit que les États-Unis vont venir à notre défense dans l'éventualité d'une nouvelle invasion par la Russie, qui n'est pas impossible en passant. Je sais que certains d'entre vous se disent franchement, la Russie qui renverrait une deuxième fois. C'est pas impossible. S'il n'y a pas de garantie sécuritaire fiable et solide pour l'Ukraine, et surtout, ça dépendra de l'effort de négociation, ça dépendra de l'état dans lequel sera laissée l'Ukraine après le cessez-le-feu, après le processus de paix. Il est tout à fait possible que la Russie ait encore des revendications territoriales. Imaginons un scénario dans lequel on prend seulement la ligne où elle se trouve actuellement et qu'on
On fige le conflit essentiellement. On dit qu'on gèle le conflit dans sa posture actuelle. Plus personne ne bouge. La ligne, elle se trouve où elle se trouve et ça devient une nouvelle frontière internationale. Ça règle pas la question fondamentale, qui était celle de la présence russophone dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, tant qu'il va rester des russophones de l'autre côté de la frontière qui vont continuer à se plaindre essentiellement de leur traitement vis-à-vis du gouvernement ukrainien, que la Russie va continuer à instrumentaliser cet enjeu, il risque d'y avoir encore des revendications territoriales. Et donc, le seul processus de paix crédible au moment où on est, et ça c'est, attention, je sais que ça va vous choquer de le dire, de l'entendre, mais il faudrait que l'Ukraine cède plus de territoire que ce qu'elle a perdu. Il faudrait que l'Ukraine cède le reste du Donbass. Il faudrait que l'Ukraine reconnaisse, non seulement qu'elle reconnaisse la perte permanente de la Crimée, mais aussi qu'elle cède les territoires du Donbass qui sont encore sous son contrôle. Luhansk, Donetsk. C'est choquant à entendre, je le sais, vous allez me dire, franchement, ils sont battus pour ce territoire, puis absolument. Je suis pas en train de vous dire que la Russie a raison de réclamer ce territoire, je suis pas en train de vous dire qu'ils devraient pas se battre pour. Je suis juste en train de vous dire, fondamentalement, la guerre a commencé entre autres, parce que la Russie a des prétentions territoriales sur le Donbass. Donc, si on décide de mettre fin à la guerre et que la photo qu'on prend, une fois que tout ça est terminé, le Donbass n'est pas entièrement sous le contrôle de la Russie, c'est pas irréaliste un scénario dans lequel la Russie vient finir le travail dans 10, 15, 5 ans, 3 ans. Il s'est passé, 6 ans entre la guerre de Crimée et la première invasion d'Ukraine, là, celle de 2022, Seigneur. Presque 10 ans, 8 ans. Donc, ce genre de conflit, ce genre d'enjeux géopolitiques, de questions internationales, ça se passe pas sur 1 an, ça se passe pas sur quelques mois, ça se passe sur plusieurs années. Et en fait, c'est ce qu'on découvre quand on fait un peu d'histoire, puis qu'on s'attarde à ces enjeux qui sont souvent très, qui ont beaucoup d'envergure, qui vont se passer sur des décennies, littéralement. Donc, si on veut comprendre la question de l'Ukraine, c'est pas les points qui ponctuent l'histoire ne se produisent pas toutes les 4 ou 5 semaines, ça se ponctue à toutes les quelques années, 3 ou 4 ans, on a un développement pertinent qui vient s'inscrire là-dedans. Et c'est souvent ce qu'on découvre quand on vient couvrir des enjeux qui sont générationnels, comme justement la question de l'Ukraine ou la question du Sahel et de la France-Afrique ou quoi que ce soit, de la Libye. Dès qu'on remonte un peu dans le temps, on comprend que les développements se font sur des décennies, à toutes les 4 ou 5 ans, et que les enjeux bougent très tranquillement. Pour ce qui est de l'Ukraine, il ne faudrait pas se surprendre. Donc, si on a une reprise du conflit dans 5, 6, 8 ans, si jamais ce n'est pas complété. Donc, attendons-nous à une entente assez rapide entre l'Ukraine et les États-Unis pour ce qui est des minerais, parce que Zelensky ne peut plus y résister en raison de sa posture politique. Zelensky, on le sait, est dû pour une élection. Zelensky a repoussé la dernière élection. L'Ukraine, naturellement, n'avait pas nécessairement le choix en raison de la nature du conflit, en raison du fait qu'il y avait beaucoup de réfugiés qui ont quitté l'Ukraine, en raison du fait que, il n'aurait pas été très responsable pour l'Ukraine d'organiser une élection au beau milieu de la guerre. Et c'est normal, c'est traditionnel, là. C'est pas hors norme qu'un pays en guerre déplace une élection. Maintenant, ce qui devient un peu problématique, c'est que Zelensky négocie l'entente de paix alors que son mandat démocratique est terminé. On pourrait présumer, il a fait la guerre, ce serait à lui de négocier la paix, ce serait à lui de mener le cessez-le-feu, de négocier avec la Russie. Or, la posture qu'a adoptée Zelensky depuis le début est loin d'en être une de paix. On en a parlé aussi à la revue de presse. Zelensky a une posture jusqu'au boutiste, maximaliste, d'expulser tous les Russes, de reprendre l'entièreté du territoire qui vient tout juste de commencer à être modulé. Et donc, ce qu'on découvre en ce moment, c'est effectivement cette incompatibilité entre la posture américaine, qui est en passant, très réaliste, et qui prend acte de ce qui se passe sur le terrain, lorsqu'elle dit « arrêtez avec l'OTAN, ça peut pas arriver, c'est pas réaliste ». Arrêter avec la Crimée, c'est pas réaliste. Arriver avec le Donbass, c'est pas réaliste. Tous ces points-là sont tout à fait vrais, là. Et ça vient pas seulement des États-Unis, ça vient d'ailleurs en Europe aussi, de tous ceux qui ont la tête en dehors du sable, voient qu'effectivement,
il faut arrêter de faire cette mauvaise pièce de théâtre. Certains vont continuer à dire, l'Ukraine doit avoir accès à l'OTAN, etc., mais c'est surtout de la négociation. C'est parce qu'on veut pas donner tout de suite ces concessions à la Russie, et tant et aussi longtemps qu'on fait croire que non, on considère vraiment entrer l'Ukraine dans l'OTAN, ça nous laisse encore la concession à donner dans un processus de négociation. C'est un jeton de plus à donner. Certains continuent à jouer dans la pièce de théâtre. Les États-Unis, de leur côté, jouent vraiment carte sur table, à dire il n'y en aura pas de temps, arrêtez tout ça. Il n'y aura pas non plus de garantie directe de la part des États-Unis. Et donc, l'Ukraine, de son côté, a très peu de marge de manœuvre. Ce qu'on demande, c'est d'avoir au minimum un engagement, soit de l'Europe, soit des États-Unis, idéalement des deux. Le président Vladimir Zelensky a repoussé dimanche les demandes de l'administration Trump pour des milliards de dollars en ressources naturelles ukrainiennes et pour la tenue de pourparlers de paix excluant l'Ukraine. Tout en annonçant son intention d'organiser un sommet majeur des dirigeants européens lundi, aujourd'hui. Les efforts du dirigeant ukrainien pour renforcer le soutien européen tout en poursuivant les négociations avec les États-Unis sont intervenus malgré les messages inquiétants du président Trump ces derniers jours, rabaissant M. Zelensky et proférant des menaces si l'Ukraine n'acceptait pas bientôt un accord sur les minéraux. M. Zelensky a suggéré qu'en attaquant l'Ukraine, M. Trump avait choisi le mauvais adversaire. La paix par la force, mais vers la Russie, pas dans l'autre sens, a déclaré M. Zelensky à propos de la manière dont il aimerait voir les efforts américains. Lors d'une conférence de presse à Kiev, Zelensky a déclaré qu'il était prêt à démissionner si ça signifiait la paix en Ukraine. Cette déclaration intervient quelques jours après que M. Trump a mis en doute sa légitimité et l'a qualifié de dictateur sans élection, faisant écho à un argumentaire du Kremlin. Disons-le, comme je vous le dis, ça c'est un point avec lequel je n'embarque pas du tout. Quand on nous parle de Zelensky, le dictateur, c'était quoi l'alternative? C'était tenir une élection au beau milieu de la guerre? C'est d'organiser une campagne électorale et de Zelensky qui fait essentiellement de la politique électoraliste pendant la guerre. Je veux qu'on soit très clair. La guerre est incompatible avec la démocratie en tant que telle, avec l'exercice démocratique plutôt. On peut pas organiser une élection parce que nécessairement les candidats en lice ont intérêt à vous dire ce que vous voulez entendre plutôt que ce que vous avez besoin d'entendre. En temps de guerre, un pays doit être sérieux. Un pays ne peut pas miroiter quelque chose alors que la réalité est différente, ne peut pas faire une promesse irréaliste, ne peut pas. Il doit dire les choses telles qu'elles sont, tenir la population au courant, prendre des mesures qui sont parfois excessivement impopulaires, et ça, c'est incompatible avec le processus électoral. On doit rester populaire, on doit protéger, on doit avoir un programme, c'est pas possible. Alors, cette accusation comme quoi Zelensky est un dictateur parce qu'il a défendu son pays, où je trouve que ça manque beaucoup de crédibilité, d'autant plus, disons-le, quand on parle du contexte dans lequel on a affaire avec Poutine. Quand on a affaire avec d'autres leaders à travers le monde, avec lesquels, d'ailleurs, Trump n'a pas nécessairement d'hostilité, qui ont une fiche démocratique beaucoup plus discutable. Que ce soit le Rwanda, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit beaucoup d'autres. Bolsonaro, qui est toujours plus au pouvoir, mais on avait une très bonne relation avec Bolsonaro, on avait une très bonne relation avec d'autres qui ne sont pas nécessairement des grands démocrates. Alors faisons attention lorsqu'on accuse Zelensky d'être un dictateur, ou du moins je suis prêt à entendre l'accusation, mais il va nous falloir une meilleure excuse qu'il n'a pas organisé d'élection. C'est pas une excuse crédible. On ne sait pas encore si M. Zelensky envisage sérieusement de démissionner ou s'il ne fait que répondre aux dernières attaques de Washington et de Moscou en montrant qu'essentiellement, il ne tient pas au pouvoir particulièrement. Est-ce qu'il est sérieux dans sa proposition de démissionner? Dur à savoir. Il a ajouté qu'il échangerait son départ contre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Une offre peut-être ironique, puisque M. Trump et le président russe Vladimir Poutine s'opposent fermement à l'adhésion. Zelensky dit « Si la paix en Ukraine nécessite que je démissionne, je suis prêt à déclarer M. Zelensky à la veille du 3e anniversaire de l'invasion. Autre scénario, je pourrais échanger mon poste contre une adhésion à l'OTAN si c'est ce qu'il faut. » On comprend l'ironie là-dessus, puis vraiment, c'est important de voir l'ironie parce que il est un peu mal placé pour Zelensky de proposer d'échanger son élection ou d'échanger sa place alors qu'on l'accuse d'être dictateur. Tu sais, si on veut pas dire je suis un dictateur et le pouvoir me revient, c'est pas à toi d'échanger le pouvoir et de dire bon ben ok, je vais quitter seulement si on me donne une place dans l'OTAN. Donc
autant je veux nuancer les propos de Trump, autant je veux pas nécessairement applaudir ceux de Zelensky parce que quand on me dit je peux échanger mon poste, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que la démocratie fonctionne. C'est une élection, s'il gagne, il gagne, s'il perd, il perd. D'ailleurs, Zelensky, soyons clairs, n'a toujours pas précisé s'il serait candidat à sa propre réélection dans l'éventualité où il déclenchait un processus électoral quelconque. Le dirigeant ukrainien a déclaré que plus de 30 pays participaient à des réunions lundi, soit en personne à Kiev, soit virtuellement, dans le cadre d'une sorte de coalition de soutien à l'effort de guerre de l'Ukraine. Ce qui risque de se produire là-dessus, et j'ai très hâte de voir le résultat, c'est que Zelensky, clairement, est en train d'essayer de motiver l'Europe à créer une force de défense autonome, une capacité de dissuasion européenne qui ne passerait plus par Washington et qui sera en mesure d'offrir une alternative, si on veut, à la proposition des États-Unis. Si, actuellement, Zelensky considère que seule une garantie de sécurité des États-Unis est crédible, s'il n'est pas en mesure d'avoir une entente noir sur blanc, en échange des minerais ou de quoi que ce soit d'autre, de son élection ou de whatever, moi, être Zelensky, je réfléchirais très sérieusement à aller vers l'Europe. Et si actuellement l'Europe n'est pas en mesure, effectivement, de donner une garantie de sécurité crédible, ça ne veut pas dire que dans 3 ans, ils ne seront pas capables de le faire. Et avec un bon coup de pied aux fesses, comme on est en train de voir actuellement, il est très possible que oui, dans 3 ou 5 ans, l'Europe, au niveau sécuritaire, au niveau militaire, soit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus crédible que ce qu'on a devant nous actuellement. Alors que, disons-le, que ce soit en France, que ce soit aux Pays-Bas, en Italie, que ce soit au Royaume-Uni maintenant, en Allemagne, avec l'élection du nouveau gouvernement, on a vraiment un changement de mentalité en faveur d'une autonomie sécuritaire européenne et d'une séparation de Washington, des États-Unis. On veut autant que possible passer à autre chose, laisser les États-Unis derrière, alors que l'Europe prend en charge sa propre responsabilité. Et il se pourrait, et j'ose espérer que ce sera le cas, que cette fameuse force de maintien de la paix qui serait déployée en Ukraine, à l'initiative, certes, des États-Unis, pourrait agir comme pilier de cette alliance de défense européenne. Alors que Washington se promène de capitale en capitale en Europe avec un questionnaire à demander qui peut contribuer à l'effort de sécurité en Ukraine, à l'effort de maintien de la paix, je me demande qu'est-ce qui empêche les Européens à faire ce même exercice entre eux, à se réunir dans un sommet comme on le voit aujourd'hui, en ce moment, avec l'Ukraine, pour parler de quels sont les besoins et de comment cette situation, cette crise pourrait agir d'événement fondateur, pourrait servir de naissance, si on veut, et de motivation originelle pour créer une alliance de défense crédible. C'est-à-dire, si les États-Unis sont en train de vous vider les poches, alors nécessairement, l'Europe devrait étudier la possibilité de le faire aussi. Puis je suis très sérieux en passant. Si les États-Unis vous disent « on va vous prendre 500 milliards de dollars et les minerais, et en plus, on vous donne aucune garantie de sécurité, et en plus, vous n'aurez pas de membership de l'OTAN, et probablement pour ce qui est de l'Europe, si jamais, on s'entend, si on prend vos minerais, vous n'avez plus rien à offrir à l'Europe. » En 2021, il y a une entente qui a été signée entre l'Ukraine et l'Union européenne pour l'approvisionnement des terres rares, pour essentiellement la même chose qui est signée en ce moment, qui est négociée en ce moment par les États-Unis. Donc, l'Europe, de son côté, a fait une proposition de prendre l'Ukraine à l'intérieur de l'Union européenne sous la prémisse qu'elle aurait accès à ses ressources. Alors moi, dans ce scénario, si j'étais l'Europe, je dirais, écoute, donne-nous tes ressources. De toute façon, on a déjà une entente là-dessus. On a déjà une entente qui est beaucoup moins prédatrice que celle qui est proposée par les États-Unis. On va offrir une garantie de sécurité, certes qui est peut-être pas aussi exceptionnelle maintenant que celle des États-Unis, mais au moins, elle va être noir sur blanc, elle sera non négociable et elle va servir de notre côté à mettre sur pied justement cette force de défense crédible qui va non seulement dans vos intérêts, mais dans les nôtres aussi. Cette négociation-là, à mon sens, pourrait être très productive. L'Europe manque de consensus. L'Europe manque de direction commune. On pourrait peut-être s'attendre à un changement là-dessus avec l'élection d'un nouveau gouvernement en Allemagne. On sait qu'il manquait beaucoup de leadership en Allemagne sous Olaf Scholz depuis les dernières années. On a senti cette espèce
de perte d'énergie, de perte de carburant, l'Allemagne qui regardait un peu dans toutes les directions en attendant de voir comment l'Europe allait évoluer pour y réagir plutôt que de diriger, si on veut, la transition. L'arrivée d'un nouveau gouvernement en Allemagne pourrait s'avérer extrêmement utile pour l'Europe plus généralement. Zelensky, de son côté, qui est fortement opposé à la négociation d'une entente qui, dit-il, serait remboursée par les prochaines générations d'Ukrainiens. « Je ne signe pas un accord que 10 générations d'Ukrainiens devront rembourser », a déclaré M. Zelensky. Là-dessus, soyons clairs, beaucoup de rhétorique. Compte tenu des revenus tirés des ressources naturelles de l'Ukraine, actuellement, on nous dit qu'il faudrait 250 ans pour payer 500 milliards de dollars. C'est complètement faux, c'est pas vrai, c'est pas sérieux. Premièrement, on dit, les revenus tirés des ressources naturelles de l'Ukraine, actuellement, l'idée, c'est de les développer, c'est d'extraire des revenus additionnels. Donc, de prendre une photo actuellement de la production ukrainienne et dire qu'il faudrait 250 ans pour se rembourser, c'est pas sérieux. Deuxièmement, quand Zelensky dit « Je ne signe pas un accord que 10 générations d'Ukrainiens devront rembourser », 10 générations d'Ukrainiens vont devoir rembourser la guerre avec la Russie, soyons clairs. Juste ça. Indépendamment de qui va payer pour tout ça. L'Ukraine a une dette. Là, on peut se dire, et c'est ça que je veux vous dire tout à l'heure on peut débattre de l'optique, on peut débattre de... L'Ukraine a une dette. Elle doit rembourser. En argent, elle l'a pas. Qu'est-ce qui arrive? On peut dire les États-Unis sont pas gentils, ils agissent comme une banque. Ils ont prêté de l'argent. Oui, on fait miroiter que ce serait pardonné. C'est l'état de fait devant lequel, je vous dis pas les Américains ont raison, je vous dis la posture dans laquelle se trouve l'Ukraine. L'Ukraine a une dette. Elle doit rembourser sa dette. Elle n'a pas l'argent pour le faire. Elle n'a pas l'industrie pour le faire. Et elle a raison. 500 milliards dans l'état actuel, ça prendrait 250 ans. Les Américains mettent une proposition sur la table, à dire, on est prêt à nullifier la dette, ou du moins à se la payer nous-mêmes en allant exploiter des gisements qui actuellement ne le sont pas pour la plupart. Ça, je veux dire, faites attention. Je sais que l'optique est pas bonne, mais si vous avez une dette à rembourser, c'est quoi l'alternative? Je la paye pas. OK? Voulez-vous voir ce qui arrive après? On en a en masse des amis qui sont virés des ennemis. On en a en masse. Parlez-en de Noriega. Parlez-en à Maduro. Parlez-en à Saddam. Parlez-en à Kadhafi. On n'en manque pas des amis qui sont tournés ennemis pour raison X, Y, Z. Zelensky pourrait très bien être le prochain. Et d'une manière, c'est ce que Trump est en train de faire miroiter quand il dit « Fais attention, là. T'es un dictateur, toi, là. Fais attention, là. T'es dû pour une élection. Peut-être qu'il faudrait te remplacer, là. » Le message est très clair, hein? Comme quoi, si on n'a pas l'entente avec toi, on va l'avoir avec quelqu'un d'autre. Fais très attention. Ne présume pas que tu vas rester dans les bonnes grâces des États-Unis parce que s'il y a une dette impayée, il y a une dette impayée. Et là, on ne parle pas de montant, vous allez me dire « Ah, franchement, non, on ne parle pas de montant de 2 ou 3 milliards. Quand on est rendu dans des montants de l'ordre de, on se négocie entre 150 ou 500 milliards de dollars, la fin justifie les moyens. Je ne suis pas en train de signer en bas de la feuille pour les États-Unis. Là. Encore une fois, on parle de géopolitique. Je vous dis juste, faites attention à ce qui va se passer. Faites attention à ce qui va se produire. Donc, l'Ukraine, devant l'état de fait qu'il y a une dette à rembourser, qu'on n'a pas le capital pour le faire, qu'il y a quelqu'un qui est prêt à venir dans son pays pour exploiter ça, se payer lui-même, mettre ça dans un fonds et repartir. On peut parler de la sécurité, on peut parler de qu'est-ce que l'Ukraine n'a droit à rien en retour. Vous comprenez ce que je veux dire? Au sens financier de la chose. Puis je vous entends me lancer des tomates puis dire franchement, je le sais, les engagements américains, je le sais, Biden a promis, je le sais, c'est leur guerre, je le sais, tout ça. Je suis le premier à vous le décrire à quel point les Américains ont profité de tout ça. Je le sais. Mais vous êtes une banque, je suis un client. Je vous dois un montant. Peu importe les paramètres. Aujourd'hui, vous venez pour le collecter. Moi, je ne l'ai pas, je ne te paye pas.
Je te paye pas si tu me garantis pas que tu vas me protéger, moi puis mes enfants, contre les voisins. Puis la banque, elle n'a rien à te garantir. Légalement, la banque n'a rien à garantir. À te prêter de l'argent sous promesse d'être remboursé, viens chercher son remboursement. Je veux pas te faire un cadeau, je veux pas arriver avec les mains avec une boîte de chocolat pour que tu acceptes de me rembourser. Non, Donc, la posture américaine là-dessus de Trump, elle est complètement froide, elle extrait tous les enjeux stratégiques, elle extrait toute la dimension des engagements préexistants des États-Unis, elle extrait beaucoup de trucs. Mais elle demeure raisonnable au sens d'une dette qui doit être remboursée. On n'a pas à vous garantir quoi que ce soit en échange. Cette garantie, si on vous garantit quelque chose, vous allez devoir payer ça additionnellement. Ça se paye en tant que tel. On ne vous donne pas une garantie de sécurité en échange que vous nous remboursiez les 500 milliards qu'on présume vous nous devez. Comprenez comment la négociation risque d'aller extrêmement mal pour l'Ukraine là-dessus. Donc, Zelensky ne peut pas vraiment prendre la posture de « on refuse l'accord entièrement ». La posture que prend Zelensky actuellement, c'est « on veut quelque chose en échange, on veut ». Il sait très bien que ça va devoir être remboursé. Au moins, il faudrait apporter quelque chose aux Ukrainiens en échange, à dire on a obtenu une concession. Pour ce qui est des États-Unis, ils n'ont pas intérêt à dire oui à quoi que ce soit là-dedans. Ils n'ont vraiment pas intérêt. À moins qu'on regarde le long game, parce que ça, je suis d'accord avec vous. Sur le long game, sur le long terme, les Américains sont en train de se tirer dans le pied d'une manière absolument spectaculaire. Et c'est la seule manière que ça peut être expliqué, c'est Trump en a rien à chier. C'est la seule manière que ça peut être expliqué, c'est que Trump est sérieux avec sa vision du monde très immédiate, où c'est pas de nos affaires, on se retire. C'est pas de nos affaires, on se retire. On veut plus être impliqué dans les conflits internationaux, on veut plus être impliqué dans la gestion des grands cours d'eau, on veut plus être America first. Seulement dans ce spectre-là, est-ce que la politique actuelle des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine fait du sens? Parce que, autrement, vous comprenez que c'est en train de mettre en danger toutes les alliances de sécurité des États-Unis. Tout le monde est autour, le Japon, la Corée, tout le monde regarde les États-Unis en se disant « Quoi? » Non seulement c'est la validité de la garantie de sécurité qui est remise en doute, à savoir, est-ce que vraiment vous allez nous défendre si jamais il arrive quelque chose? Mais encore plus que ça, c'est la valeur. Au-delà de la validité, c'est la valeur. De se dire, si vous venez nous défendre, mais qu'en échange, il va falloir rembourser 3 fois plus cher, puis ce sera la ruine économique de notre pays, puis on va essentiellement être assimilé puis avalé par le capital américain après la guerre, je ne sais pas si ça en vaut la peine. Donc, c'est ce que je veux vous dire par l'attitude des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine est vraiment très myope et très short-termiste là-dessus. Là. On est très court-termiste. Parce que si on regardait le scénario international, on se disait, attention, on a intérêt à montrer aux autres que l'Ukraine est bien traitée, à montrer aux autres que l'expérience ukrainienne ne tourne pas à la catastrophe. Parce que si l'expérience ukrainienne tourne à la catastrophe comme on le voit actuellement, c'est une leçon pour tous les autres à travers le monde qui dépendent des États-Unis pour la sécurité, y compris pour le Canada, qui se diraient, mais qu'est-ce qu'elle vaut, la garantie de sécurité américaine? S'ils venaient défendre le Canada contre quoi que ce soit, on recevrait une facture après. Pire, ils diraient qu'ils vont nous annexer parce que, quant à ça, donc on voit un peu, pourquoi je vous dis, c'est clairement, ça peut être seulement expliqué par Trump, en a rien à chier. Il voit que le Japon, c'est la même affaire, on veut pas être là. C'est la même affaire pour la Chine, c'est la même affaire pour la Corée, c'est la même affaire pour l'Europe en général, la même affaire pour l'Afrique. On veut pas être là. On veut pas être là. Donc on s'en fout ce que vous pensez. On n'a rien à chier, même si vous avez peur, puis là vous paniquez, puis quoi, on veut... Oh oui, exactement. C'est ce que veut Trump, visiblement. Donc là-dessus, c'est difficile de le comprendre dans le contexte stratégique américain. Puis je lis beaucoup de vos commentaires à cet égard que pour beaucoup d'entre vous, vous voyez tout ça. Vous êtes brillants, vous n'êtes pas plus con qu'un autre. Vous voyez tout ça. Puis vous dites, mais voyons, mais Trump est en train de nuire aux intérêts stratégiques des États-Unis sur le long terme. Absolument, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, c'est pourquoi je vous dis, ça peut juste être expliqué par un je m'en foutisme total de toute cette dimension. Où ce qu'on regarde, c'est plus dans l'immédiat, qu'est-ce qui est dans nos intérêts ici, maintenant.
peu importe qu'est-ce qui arrive dans 3 ans, 5 ans, ou de l'autre côté de la planète, spéculativement, on joue pas à cette espèce de jeu machiavélique d'échecs en 3D. Ça semble pas être la politique étrangère de Donald Trump, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Donc, là-dessus, pour ce qui est des États-Unis, de l'Europe, clairement, on assiste à un point tournant. Un point tournant qui va déterminer l'horizon pour le continent au cours des prochaines années. Je m'attends à ce que l'Ukraine passe beaucoup plus sous la sphère d'influence de l'Europe que sur celle des États-Unis. Peu importe ce qui arrivera. Que les États-Unis soient impliqués ou pas dans la reconstruction, qu'ils soient impliqués ou pas dans la garantie de sécurité, j'ai l'impression que l'Ukraine va utiliser elle-même cette expérience pour s'aligner de beaucoup plus près avec l'Europe et que l'Europe va peut-être même en faire un exemple. De montrer justement que ceux qui aujourd'hui se tiennent debout pour le droit, etc., ce sera l'Europe qui prend la responsabilité des États-Unis. Et ça semble être un peu la ligne qu'on semble présenter, surtout du côté du Royaume-Uni et de la France, etc. Alors, cette entente qui est mise sur la glace pour le moment, en attendant de voir quelle sera la négociation. On continue avec les élections en Allemagne. Alors que les élections législatives vont remplacer le gouvernement, on s'y attendait un peu. D'ailleurs, on avait parlé au cours des dernières semaines de l'effondrement de la coalition Olaf Scholz, alors que beaucoup de tensions en Allemagne, spécifiquement sur la question de l'immigration, de l'économie. Après le début de la guerre en Ukraine, on a vu ce ralentissement structurel de l'économie en Allemagne. Et on pourrait même dire depuis la pandémie, en fait, les roues de l'économie allemande ont été complètement brisées. Ajoutez à ça toute la question des frontières et des attentats qui ont eu lieu durant les dernières semaines en Allemagne par des ressortissants étrangers, certains demandeurs d'asile. Et tout ça a créé un contexte électoral absolument parfait pour une montée de la droite et spécifiquement de l'extrême droite à travers l'AfD qui a réalisé son plus haut score de l'histoire en Allemagne lors de cette élection législative. Les conservateurs allemands, donc démocrates chrétiens et le parti en passant d'Angela Merkel, le parti CDU-CSU a remporté les élections de dimanche, les électeurs ayant critiqué le gouvernement de gauche du pays pour sa gestion de l'économie et de l'immigration. Les électeurs ont donné à l'extrême droite, AfD, la deuxième place du Parlement, avec le plus grand nombre de sièges devant le parti de centre-gauche du chancelier Olaf Scholz. Donc, le parti gouvernemental vient tout juste d'être battu, leader de la coalition, devrais-je dire, et l'AfD réalise un meilleur score que celui de Olaf Scholz. C'est donc extrêmement important de le comprendre. On avait vu au cours des derniers mois cette montée de l'AfD, bien sûr, sous fond de tensions économiques et migratoires en Europe, mais visiblement, on ne s'attendait pas à une montée aussi importante au niveau de la quantité de sièges, alors que l'AfD devient maintenant le deuxième plus grand parti au Bundestag. C'est quelque chose d'absolument spectaculaire et c'est bien sûr un choc en Allemagne. Il y a eu des surprises de moindre ampleur, notamment la montée en puissance de dernière minute du parti d'extrême gauche, Les Liens. Les libéraux et les pro-entreprises démocrates libres, le FDP, qui faisait partie du dernier gouvernement jusqu'en novembre, n'a pas atteint le seuil de 5% pour conserver ses sièges, soulignant le mécontentement généralisé à l'égard du gouvernement au cours des 3 dernières années. Les 3 partis de la coalition ont perdu des soutiens. Ce qu'on voit, c'est donc l'arrivée d'un leader de droite en Allemagne. Ce n'est pas surprenant. Comme on le mentionne ici un peu rapidement, le contexte électoral était clairement favorable à une montée de la droite et les Allemands ont besoin de réponses. Ils cherchent vraiment une nouvelle orientation et le mouvement d'introspection auquel on a assisté, si on veut, au Canada au cours des dernières semaines, c'est quelque chose qui a lieu en Allemagne depuis plusieurs mois. Alors qu'on a compris spécifiquement avec l'éclatement de la guerre en Ukraine que le modèle industriel, économique, même disons-le, le contrat social allemand ne fonctionnait plus et qu'il était devenu invalide. L'Allemagne a été construite comme une usine à ciel ouvert qui utilise les intrants de Russie, que ce soit l'énergie abordable, que ce soit les matières premières, et qui les transforme, que ce soit toujours en produits finis industriels, particulièrement dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur industriel, automobile. L'Allemagne produit. C'est vraiment son identité fondamentale. Et tout ça vient autant de l'histoire, vient de la culture, vient de la personnalité du peuple allemand. C'est un peuple très industrieux. Et on a toujours un peu configuré l'économie autour de tout ça, du fait qu'on aurait accès à ces ressources abondantes en provenance de la Russie. Maintenant, avance rapide jusqu'à la guerre en Ukraine, ces flots d'approvisionnement sont entièrement rompus. Nord Stream
est sabotée. On ne sait toujours par qui. On présume aujourd'hui par l'Ukraine, selon les informations les plus crédibles qu'on a devant nous. Et l'Allemagne s'est retrouvée vraiment devant une crise existentielle, alors que ses usines ont d'abord ralenti, puis commencé à couper des employés, puis réalisant que ça ne reviendrait pas immédiatement, se sont mis à déplacer leur production dans d'autres pays. On a donc assisté au cours particulièrement les 2 ou 3 dernières années, depuis la fin de la pandémie, où tout ça, on est revenu un peu plus dans l'ordre, une désindustrialisation de l'Allemagne. Ajoutez à ça le fait qu'aux États-Unis, on a une croissance rapide, des investissements majeurs dans le secteur de la production industrielle à travers le Inflation Reduction Act. C'est quelque chose aussi qui a déclenché une grosse réaction en Europe parce que les Américains se sont retrouvés à distribuer des quantités prodigieuses d'argent à quiconque venait investir aux États-Unis dans le secteur industriel et manufacturier. C'est un peu une extension, si on veut, de l'agenda Trump du premier mandat. On a voulu orchestrer la réindustrialisation des États-Unis. Et ça s'est fait beaucoup aux dépens de l'Europe, spécifiquement de l'Allemagne, qui a perdu nombre de ses grands joueurs et de ses emplois manufacturiers vers les États-Unis et un peu ailleurs en Europe plus largement. Alors donc, l'Allemagne se pose aujourd'hui des questions à savoir qui on est, où on va. Au niveau militaire, est-ce qu'on doit toujours rester aussi aligné avec les États-Unis, avec l'OTAN, avec nos partenaires continentaux en Europe, notamment la France, Pays-Bas, Italie, etc., Royaume-Uni, ou est-ce qu'on doit renouer d'une certaine manière avec l'autonomie allemande? Et ça, c'est un thème qui est extrêmement tabou en Allemagne. Un thème qui ne pouvait seulement être abordé que dans un contexte exceptionnel où les gens sont prêts à se boucher le nez et à avoir des discussions sérieuses sur l'avenir du pays. Parce que le thème de la force allemande, de l'autonomie, de la fierté, de l'unicité du peuple allemand et de l'exceptionnel. Vous comprenez que tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement tabou en Allemagne. De dire qu'on est capable, qu'on devrait produire ici, qu'on devrait... ces thèmes-là sont extrêmement délicats, fragiles, et donc, autant on ne veut même pas entendre parler de l'AfD, d'avoir un parti politique qui suggère de réinvestir dans le secteur militaire, qui suggère de reprendre sa place en Europe, qui suggère de s'imposer sur ses partenaires. Ce sont des choses qui sont absolument nouvelles et qui sont très intéressantes à voir pour l'Allemagne. Ça peut amener dans toutes les directions. Moi, à mon avis, ça va être extrêmement productif. L'Allemagne avait clairement besoin de cette espèce de dynamisme, d'énergie additionnelle où on regarde des moyens de survivre, si on veut, à la crise. Et des moyens de redonner un peu d'influence, de force, de crédibilité à l'Europe. Tout ça passe par l'Allemagne. Tant et aussi longtemps que l'Allemagne était passive, l'Europe allait rester passive. L'Europe ne peut rien faire sans la contribution énorme de l'Allemagne, ensuite de la France. Mais l'Allemagne est vraiment le gros morceau là-dessus pour sa contribution économique et industrielle. Maintenant, depuis 5 ans, on n'avait aucune croissance économique en Allemagne. Donc, la question devenait absolument impossible à éviter. Savoir qu'est-ce qu'on fait, qui on est et où est-ce qu'on s'en va. L'élection d'un parti de droite invite donc, oui, à plus d'argent dans le secteur militaire, plus d'argent dans la réindustrialisation du pays vers de nouveaux secteurs. Et il est fort possible, en passant, que l'Allemagne utilise son potentiel industriel, qui est actuellement vacant d'une certaine manière, pour se positionner sur le secteur industriel. L'Allemagne a besoin de produire, a besoin de se rééquiper, a besoin de se réarmer, pourrait aussi agir comme exportateur pour le reste de l'Europe, alors que cette attitude aussi est reproduite ailleurs. Il est tout à fait possible que cette énergie, ces ressources, ces matières premières, ces travailleurs, ces usines soient réaffectées un peu plus à la production militaire, particulièrement en mesure où on va rétablir les relations avec la Russie. Il est tout à fait possible, et du moins, je sais que plusieurs d'entre vous ne voulez pas entendre parler de ça en ce moment. Je suis convaincu que la paix en Ukraine va nécessairement amener une normalisation des relations avec la Russie de la part de plusieurs capitales européennes. L'Allemagne en sera une des premières à cause de ses intérêts fondamentaux, de sa relation historique avec la Russie, avec l'URSS. D'ailleurs, là-dessus, je vous présente quelque chose
on vous présente une carte à l'écran que je trouve absolument fascinante, qui en dit très long justement sur cet héritage soviétique de l'Allemagne, quelque chose auquel on fait souvent allusion à la revue de presse, du fait qu'il y a deux Allemagnes, du fait qu'il y a vraiment cette espèce d'identité dans l'ADN allemande qui a une proximité avec l'URSS, avec l'identité soviétique. On regarde les résultats de l'AfD, la progression des résultats de l'AfD entre 2017 et l'élection la plus récente de 2025, avec la frontière des deux Allemagnes. Et vous voyez très clairement que les gains de l'AfD, les comtés gagnés par l'AfD, sont entièrement concentrés dans l'ex-URSS, dans l'Allemagne de l'Est. Et ça dit tout par rapport à cette dualité allemande avec laquelle on doit composer. Il y a une raison pour laquelle les partis d'extrême droite, pour laquelle c'est que c'est un secteur ouvrier, un secteur typiquement plus aligné avec les questions nationales, avec l'intégrité des frontières, moins attaché à l'Europe, etc. Il n'est pas surprenant de voir des bonnes performances en Allemagne de l'Est, mais ça nous dit tout par rapport à l'identité, à la dualité de l'Allemagne. Pour ce qui est maintenant des prochaines années, force est de reconnaître que l'Allemagne sera probablement la locomotive du développement européen sur la question sécuritaire. On prend un moment pour lire sur justement ce nouveau leader allemand qui vient s'installer maintenant à la tête du gouvernement qui va bientôt former une coalition, on présume, Friedrich Merz. Voyons donc quelques paragraphes qui nous sont présentés par Politico et je trouve que c'est parfait pour présenter sa personnalité, en fait, parce qu'on nous présente tout ça sous l'angle de sa relation avec Washington. Friedrich Merz est sur le point de devenir le chancelier le plus américain de l'histoire allemande. Jamais dans l'histoire, un chef de gouvernement allemand n'a eu autant d'affinité avec les États-Unis. Merz s'est rendu plus de 100 fois aux États-Unis, selon ses propres dires, et compte l'ancien président américain Ronald Reagan parmi ses modèles. Merz, dont l'Alliance conservatrice semble avoir remporté les élections nationales de dimanche avec 29% des voix, affectionne particulièrement une boutade de Reagan qui résume le scepticisme à l'américaine du dirigeant allemand à l'égard de l'intervention de l'État. Les 9 mots les plus terrifiants de la langue sont « Je suis du gouvernement et je suis là pour vous aider ». I'm from the government and I'm here to help. C'était la déclaration de Ronald Reagan qui est passée un peu dans les annales de la politique américaine. Mais au moment où Merz est sur le point de prendre le pouvoir en Allemagne, son Amérique chérie est passée du statut d'ami indispensable à celui de frère ennemi. Merz et d'autres dirigeants européens considèrent de plus en plus les États-Unis non plus comme un phare, cette ville brillante sur une colline, comme Reagan aimait à l'appeler, mais plutôt comme une autre force qui rejoint la Russie et la Chine pour ronger progressivement leur démocratie. Nous assistons vraiment à un changement d'air, a déclaré Merz sur scène lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Si nous n'entendons pas le signal d'alarme maintenant, il pourrait être trop tard pour l'ensemble de l'Union européenne. Les dirigeants allemands, dont Merz, ont été particulièrement lents à accepter la nouvelle réalité, déclarant jusqu'à récemment que l'Alliance transatlantique perdurerait malgré les signaux clairs de l'administration Trump selon lesquels elle mettrait fin à l'aide à l'Ukraine, remettant en question l'engagement des États-Unis à défendre l'Europe. En fait, c'est un thème auquel on faisait allusion dans la dernière vidéo également, quand je vous disais que les pays européens vivent dans un monde qui n'existe plus, présumant d'une relation privilégiée avec Washington en raison simplement de leur statut de pays démocratique et de démocratie libérale. C'est plus suffisant. Visiblement, ce n'est pas suffisant. Et c'est ce qu'on est en train de dire ici par les leaders européens ont été très longs à réagir vis-à-vis ça. Ce n'est pas ainsi que Merz avait imaginé son moment de victoire tant attendu. Né une décennie après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une région rurale et montagneuse de l'Allemagne de l'Ouest, Merz était, selon ses propres dires, un étudiant peu brillant, un fumeur et un buveur précoce sujet à des problèmes de discipline. Malgré son côté rebelle, il a été influencé par la culture conservatrice profondément ancrée de la région et a rejoint l'Union chrétienne démocrate alors qu'il était encore au lycée. Après avoir servi brièvement dans l'armée, Merz est allé à l'université de Bonn, alors capitale de l'Allemagne de l'Ouest, où il a étudié le droit. Merz est devenu député conservateur en 1989, l'année de la chute du mur de Berlin. 5 ans plus tard, il a été élu au Bundestag allemand, où il a noué des liens étroits avec Wolfgang Schäuble, le pilier de la CDU et ardent défenseur de l'intégration de l'Union européenne.
Son ascension a cependant pris fin en 2002, lorsqu'il a perdu une lutte de pouvoir contre Angela Merkel, plus centriste. En fait, c'était le grand adversaire d'Angela Merkel, c'était Friedrich Merz, qui était beaucoup plus à droite, si on veut, dans ce parti qui était traditionnellement de centre-droit. Angela Merkel l'avait affronté dans une course à la chefferie et Angela Merkel, qui était plus au centre, avait émergé, sortie gagnante. On a connu, bien sûr, les années Merkel qui ont suivi, notamment l'entrée massive de migrants syriens qui a vraiment poussé l'Allemagne beaucoup plus à droite sur les enjeux migratoires. Et vous avez donc la posture originale de Friedrich Merz sur la question de l'immigration particulièrement, qui a été encensée, si on veut, par l'histoire. Ne voyant aucun rôle à jouer au sein de la CDU sous la direction d'Angela Merkel, Merz s'est retiré sur les bancs arrière et en pleine crise financière a publié un hymne à la liberté de marché intitulé « Osons plus de capitalisme ». Un an plus tard, il quittait le Bundestag pour travailler comme avocat, et prenant la tête d'un lobby qui prône les liens transatlantiques. Il a été donc très proche des États-Unis, a siégé sur plusieurs sièges d'administration, notamment 4 ans chez le gestionnaire d'actifs américain BlackRock, une période qu'il considère comme une des plus heureuses de sa vie. Lorsque Merkel a quitté la tête du CDU en 2018, Merz a vu une opportunité de revenir en politique. Le centrisme de Merkel et de sa politique généreuse envers les réfugiés, selon Merz, ont ouvert le flanc droit de la CDU et permis la montée du parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne, l'AfD, Alternative für Deutschland. Et c'est absolument vrai là-dessus. Cette analyse là-dessus, faut le reconnaître, c'est le fait que Merkel a placé le CDU tellement au centre, ça a ouvert une énorme brèche sur la droite qui a permis à l'AfD de reprendre ce discours qui était pour refermer les frontières, qui était pour redynamiser l'économie, qui était pour... On a tendance à voir l'AfD comme... Ça, c'est vraiment un exercice malhonnête là-dessus. L'AfD est présenté un peu comme l'héritier du parti nazi. Ce qui est... Faisons attention, faisons extrêmement attention. L'AfD a été formé relativement récemment. C'est un parti qui est très récent. C'est pas un héritier historique de quoi que ce soit. C'est juste que c'est un parti d'extrême droite dans le contexte allemand, un pays qui, en passant, où il y a l'essentiel de la population se trouve à droite. Si vous regardez les résultats électoraux, justement, de la dernière élection législative, quand on additionne les scores des différents partis, il y a une légère tendance à droite de la population allemande, un peu pour la question économique, industrieuse, etc. L'Allemagne a un certain nombre d'attributs dans son ADN national. Pour ce qui est cependant de l'AfD, on est loin vraiment d'être un parti nazi. D'ailleurs, Alice Wendel, le chef du parti de l'AfD, est une lesbienne. On pourrait difficilement présenter ce parti comme une espèce d'anti-LGBT, anti-ci, anti-ça. Il y a eu beaucoup... Et là-dessus, encore une fois, je veux pas que vous interprétiez ma nuance comme étant Benjamin, il est pour l'AfD, puis il dit que l'AfD, c'est bon. Non, je suis juste qu'en ce moment, le discours par rapport à l'AfD est pas compatible avec la réalité. Il y a un énorme déficit avec qu'est-ce que le parti est vraiment. C'est un parti d'extrême droite, certes, mais qui a aucun lien historique, politique, idéologique avec les nazis. Ce sont pas des fascistes, ce sont pas des communistes, ce sont pas des... En fait, c'est plus une espèce de parti ouvrier. On pourrait plus les rapprocher des communistes à certains égards, en fait, là-dessus. Donc, à faire attention sur l'identité de l'AfD. C'est un parti qui a vraiment trouvé sa voie sur la question de l'immigration, sur la question des frontières, sur la question de, justement, faire la paix avec le passé de l'Allemagne, etc. Et c'est... De la part d'un Canadien, je comprends comment ça peut être un enjeu controversé en Allemagne, mais être allemand, je pense que je serais un peu insulté de voir l'attitude du reste du monde vis-à-vis de l'AfD. Je m'explique. Il n'y a pas un peuple qui a le monopole du génocide. Peut-être que tous les peuples, toutes les civilisations, tous les pays, les races, peu importe comment vous voulez appeler ce qui définit un génocide, ont ça quelque part en eux. Que s'ils se retrouvent dans une posture de domination militaire totale et que le contexte historique leur permet et que personne ne les arrête en processus et que ce qu'ils ont devant eux, c'est un adversaire beaucoup plus faible, combien de pays arrêtent? C'est arrivé souvent dans l'histoire. Et c'est pourquoi je trouve un peu
Je ne veux pas vous dire, le génocide, c'est bon, là, on s'entend, là. On s'entend. Mais c'est qu'on accuse souvent des peuples d'être génocidaires. On dit les Allemands, c'est un peuple génocidaire. Les Canadiens, peuple génocidaire. On a éliminé les Premières Nations, nous accuse-t-on. C'est extrêmement insultant. L'histoire prend une tournure. On peut avoir honte de ça. Mais je ne crois pas que les Allemands ont une tendance au fond d'eux à laquelle ils doivent résister. Cette espèce de volonté d'éliminer les Juifs, tu sais? Comme si ça se cachait en eux à quelque part. Puis, vous savez, l'Allemagne, il ne faudrait surtout pas que vous élisiez un parti d'extrême droite, hein? Vous savez qui vous êtes. Être allemand, je pense que je serais un peu mal à l'aise avec cette allusion. Comme si chaque fois où l'Allemagne penchait à droite, il fallait s'inquiéter du nazisme et d'un génocide et d'un événement comme la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'on présume, puis je veux vraiment être bien compris, c'est que ce qu'on présume, c'est par le sous-texte, c'est que l'Allemagne et les Allemands sont un peuple éminemment génocidaire, que ça repose dans leur ADN et qui doivent résister à leur tendance primaire, leur tendance naturelle. Et que s'il émerge un parti d'extrême droite, nécessairement sont en train de danser avec ça, là. L'Allemagne n'a pas été dépouillée de son droit d'avoir un parti de droite. De la même manière que les pays qui ont vécu c'est pas la droite, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la droite, c'est pas la gauche, c'est pas... Pensez à Mao, pensez à Staline, pensez à Hitler. Est-ce qu'il y a des traits idéologiques qui les unissent sur le spectre capitalisme-communisme? Pas tant que ça, là. Vous avez eu des régimes génocidaires de gauche, d'extrême gauche, communistes. Vous en avez eu d'extrême droite. Vous avez eu Pinochet. Vous avez eu... Il n'y a personne qui a le monopole du génocide, qui a l'exclusivité de l'horreur. Et c'est pourquoi je vous dis, quand on parle des Canadiens, que le Canada, c'est un peuple génocidaire, hein, on le sait bien, vous autres. Là. Attends, là, il s'est produit dans l'histoire un épisode honteux, où la couronne britannique a imposé sa volonté militairement sur des peuples autochtones, a décidé ensuite d'essayer ça, l'histoire là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que les Canadiens, aujourd'hui, doivent résister à cette tendance fondamentale qu'ils ont en eux d'écraser les Autochtones, puis qu'au fond, nous, là, on est un peuple foncièrement raciste qui doit donc résister à cette tendance politiquement pour le reste de notre vie? Je trouve que c'est insultant. Je trouve vraiment juste insultant. Comme on disait les États-Unis, mais c'est un peuple qui est foncièrement génocidaire ou fasciste ou quoi que ce soit, qui doit y résister parce que c'est arrivé une fois dans son histoire. C'est un désastre à chaque fois, c'est une catastrophe à chaque fois, mais ça arrive ponctuellement partout dans le monde. Le fascisme, les génocides, les crises, les catastrophes, les effondrements, les guerres civiles, ce sont des artefacts du contexte, de l'histoire, de la situation, de l'opposition qu'il y avait autour, de qui a été en mesure d'arrêter ou de ne pas l'arrêter. On pourrait parler du Rwanda, on pourrait parler de... Ce que je veux dire, c'est qu'arrêtez de regarder les peuples comme s'ils étaient responsables de toute leur histoire, comme si c'était quelque chose qui avait... C'est vraiment cette histoire-là, comme s'il y avait quelque chose au fond d'eux à laquelle on devait résister. L'Allemagne a droit à la droite. Le Venezuela va avoir le droit à la gauche si un jour il se débarrasse de Maduro. Comme Cuba va avoir le droit à la gauche si un jour son contexte politique y appelle dans un monde démocratique, où Cuba serait une démocratie. Donc faites attention, s'il vous plaît. Quand vous parlez de l'Allemagne comme s'il est en train de danser avec le nazisme, c'est pas vrai. Il n'y a pas de lien entre l'AfD et les nazis. J'espère juste que le point que je viens de faire là, c'est très laborieux. Je viens de marcher sur des œufs pendant... Je veux pas excuser le génocide, c'est pas ça que je vous le dis, là. Je vous dis que c'est une catastrophe qui n'est pas exclusive à un peuple ou à un autre, puis il y a quelque chose, puis c'est ça qui invite le génocide, en fait. C'est l'arrogance des peuples qui regardent ça de l'extérieur puis qui pensent que ça pourrait jamais leur arriver, puis que c'est en fait, c'est la chose d'une attitude.
C'est c'est une personnalité génocidaire, puis moi, ça fait pas partie de mes traits, fait que j'ai pas à m'en inquiéter. Moi, j'ai le droit d'avoir des tendances d'extrême droite. Moi, j'ai le droit d'avoir des tendances d'extrême gauche. Moi, j'ai le droit d'encourager l'État totalitaire. Moi, j'ai le droit d'encourager l'autoritarisme le plus total parce que ça ne nous est jamais arrivé encore. C'est ça qui fait que ça arrive. Et au contraire, s'il y a quelqu'un qui est plus prudent que tous les autres, c'est les pays qui l'ont déjà vu avant. C'est les pays comme justement l'Allemagne, on le voit aujourd'hui, qui est encore terrorisé et qui veut même pas penser à voter avec l'AfD, même si c'est pas comme si c'était le parti nazi qui avait changé de nom. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'a pas de lien. Mais ce réflexe fondamental de résister à la droite devient inévitablement une espèce d'accusation contre le caractère du peuple lui-même. Donc, les Allemands ont choisi un gouvernement de droite. C'est pas l'extrême droite, c'est un gouvernement de droite qui, oui, veut réinvestir dans le secteur militaire, oui, veut redonner sa place à l'Allemagne en Europe, oui, veut redéfinir un peu qu'est-ce que l'identité de l'Allemagne après la réunification. Et ce n'est pas négatif. Ce n'est vraiment pas négatif. Et on a cette espèce de thème ambiant comme quoi l'Allemagne est dangereuse si jamais il décide d'attacher ses souliers. C'est pas vrai et c'est insultant pour le peuple allemand. Le peuple allemand, c'est pas un peuple génocidaire qui est né dans la guerre et qui est né dans la violence et dans le mépris des autres. C'est pas vrai. C'est des gens qui aiment l'humanité, c'est des gens qui aiment la civilisation comme tous les autres. Et si on avait perdu la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on aurait un discours différent? Est-ce qu'on aurait... Qui serait l'ennemi de l'humanité? Qui serait... On a vaincu le fascisme. On a vaincu le nazisme. C'est fini. Ensuite, il va toujours y avoir des menaces périodiquement. Je pense pas qu'on doit faire porter l'odieux au peuple allemand pour le reste de sa vie. C'est pas vrai. Et si un jour, les Chinois décident de renverser le Parti communiste, de former une république, de former une démocratie qui décide que c'est leur volonté, qu'ils veulent faire... Est-ce qu'on va pour le reste de l'histoire les accuser de danser avec l'autoritarisme si jamais ils ont un parti de gauche? Si jamais ils ont un... C'est ce que je veux vous dire. Faisons très, très, très attention vis-à-vis de notre attitude avec l'Allemagne. Alors que la droite remonte, alors que l'AfD, en fait... Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est aussi que c'est productif. Ce à quoi on vient d'assister en Allemagne, c'est extrêmement productif. L'AfD, justement, si ça a connu une montée, si ce discours est devenu si populaire, si ce discours plus radical, plus extrême a plu à certains Allemands, particulièrement dans l'Est, c'est parce que, oui, il y avait une incompatibilité entre le discours du gouvernement puis la volonté populaire, où les gens voulaient refermer les frontières à beaucoup d'égards, où les gens voulaient être capables de poser des gestes forts en matière d'immigration, en matière d'intégrité des frontières, en matière de sécurité, puis en matière de gouvernance économique. Et maintenant, plus longtemps on repousse ça, et on regarde dans l'autre direction, on se met des œillères et on se dit que on n'a pas le droit de parler avec toutes ces... Plus le changement de paradigme va être drastique et radical lorsqu'il va se produire. Ce que viennent de faire les Allemands en élisant un gouvernement de droite, d'une certaine manière, c'est de lever un peu la soupape, de laisser sortir un peu de vapeur et un peu de pression. Et oui, ça va enlever beaucoup de vent dans les voiles de l'AfD, qui capitalisait justement sur le fait que le gouvernement était un gouvernement de centre-gauche, pour ne pas dire de gauche, qui était inadéquat à leurs yeux. En ayant un gouvernement de droite, ce gouvernement va certainement collaborer avec l'AfD. Vous me direz, franchement, Benjamin, jamais un gouvernement n'a accepté de collaborer. Peut-être pas directement dans la coalition, mais un peu comme on l'a vu dans la dernière coalition, celle de Scholz, qui était une coalition de gauche fondamentalement. Il y aura des fois où on va faire appel à l'AfD pour avancer un certain nombre de mesures, spécifiquement sur la question de l'immigration, des frontières. Il ne faudrait pas s'en surprendre si jamais on collabore avec l'AfD là-dessus. Donc, ce qui se passe en Allemagne actuellement, c'est extrêmement intéressant, non seulement pour le renforcement de la sécurité européenne, c'est la normalisation graduelle de l'AfD à laquelle on assiste aussi, et c'est un resserrement des frontières vraiment, qui sera probablement reproduit ailleurs, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit Pays-Bas, Italie, etc. L'Allemagne est vraiment un leader là-dessus. On continue ensuite avec quelques dossiers en rafale. Rapidement, on fait un suivi sur ce dossier de Gaza, le plan de Donald Trump pour
coloniser la bande de Gaza. On a un peu une confirmation de ce qu'on évoquait la semaine dernière par rapport à cette tentative de Trump de négocier et de pousser les pays arabes à arriver avec leurs propres propositions. Article du Middle East Eye publié le 21 février nous dit que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il allait rester les bras croisés et regarder les pays arabes élaborer une contre-proposition à son plan visant à ce que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza. La rhétorique de Trump suggère qu'il se réjouit de voir les alliés arabes des États-Unis se précipiter pour contrer son plan. Il a déclaré pour la première fois vendredi qu'il ne forcerait personne à accepter les Palestiniens de la bande de Gaza, mais qu'il pensait néanmoins que c'était une bonne idée. « Je ne l'impose pas, je vais simplement m'asseoir et recommander. Et ensuite, les États-Unis seraient propriétaires du site. Une autre façon de procéder serait d'y faire appel, mais je pense pas que ça fonctionnerait. J'aime mon plan. » Le plan de Trump visant une prise de contrôle américaine de la bande de Gaza a été largement rejeté par les pays arabes. Les experts, la Jordanie et l'Égypte craignent que Trump ne supprime des milliards de dollars d'aide pour les forcer à accepter des réfugiés palestiniens. Effectivement, on se souvient que l'Égypte, en fait, est un des seuls pays qui a été exempté par la suspension de l'aide humanitaire et de l'aide internationale par Donald Trump, probablement parce qu'on voulait se garder un levier, justement, sur l'Égypte et Jordanie. Un haut responsable égyptien a déclaré à Middle East Eye que le roi Abdallah II de Jordanie avait dit à Trump en privé que son plan provoquerait l'extrémisme islamique et conduirait à l'effondrement des gouvernements pro-américains dans toute la région. Lors de cette réunion privée, Trump s'est montré attentif et sympathique, a déclaré Middle East Eye, le responsable informé des discussions. Cela a donné à l'Égypte la confiance dont elle avait besoin pour faire avancer son plan d'après-guerre pour Gaza. Les dirigeants du Bahreïn, du Qatar, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de la Jordanie et de l'Égypte se sont tous réunis à Riyad vendredi pour discuter de la proposition égyptienne avant une réunion de la Ligue arabe. Le plan prévoit que les Palestiniens vivent dans des logements temporaires à l'intérieur de la bande de Gaza jusqu'à sa reconstruction, qu'un gouvernement soit dirigé par des technocrates locaux et qu'une force de sécurité composée de Palestiniens non affiliés au Hamas supervise la région. Le responsable égyptien qui s'est entretenu avec le Middle East Eye a déclaré que le Caire tentait d'empêcher une répétition de la fin de la guerre civile au Liban, où un gouvernement libanais avait été formé, mais où le Hezbollah avait conservé ses armes. Le Hamas a déclaré qu'il était prêt à renoncer à la gouvernance civile, mais il n'a pas précisé s'il renoncerait au contrôle de la sécurité. L'une des premières concessions qu'il a faites est d'autoriser des entreprises militaires privées américaines et égyptiennes à opérer dans le corridor de Netzarim à Gaza. Aucun affrontement n'a été signalé dans cette zone. Particulièrement intéressant ici, en fait, c'est la continuité des négociations entre Trump et les pays arabes, alors que ce qu'on vous mentionnait dans les dernières revues de presse, c'est que c'était probablement plus une tentative d'ouvrir la discussion, la négociation et de transférer le fardeau du peuple palestinien et de régler le problème entre Gaza et Israël à la charge des pays arabes et des pays musulmans de la région. C'est clairement ce qu'on vient de réussir de faire, alors que l'Égypte, de son côté, décide d'organiser un sommet, de faire sa propre proposition aux pays arabes. On parle maintenant, en fait, en Arabie saoudite, d'une nouvelle négociation. Et l'attitude des États-Unis là-dessus, plutôt que d'essayer de pousser pour leur propre plan, c'est en fait de se croiser les bras et de regarder quelle proposition va venir de la part des pays arabes. Donc, clairement, tout ça était une négociation. Trump a essayé autant que possible de brasser l'arbre pour inviter les pays arabes à faire leur propre tentative de régler le problème et de prendre charge, si on veut, de la situation dans la région. Et il se pourrait très bien que ça fonctionne. La proposition égyptienne n'est pas très sérieuse quand on dit de reconstruire temporairement à l'intérieur de la bande de Gaza. Nous, ce qu'on attend de voir, c'est pas nécessairement comment ce serait fait, c'est qui va le faire. Pour un plan crédible, il va être important qu'on ait qui va payer, qui va construire, qui va assumer la sécurité. En ce moment, encore une fois, et la gouvernance. On se parlait la semaine dernière, je vous disais probablement qu'il faudrait une force de la part des pays arabes qui serait tant une force de maintien de la paix qu'une force de maintien de la gouvernance civile, si on veut. Une administration publique qui serait formée, oui, par des technocrates, mais pas nécessairement par des gens de Gaza, en raison, bien sûr, des affiliations très, très possibles avec le Hamas. Vous pourriez me dire, oui, mais le Hamas vient juste de dire qu'il renonce à la gouvernance civile. Le Hamas, c'est un groupe autant qu'une idéologie. Vous pourriez tout à fait avoir un certain nombre de Gazaouis qui sont affiliés avec le Hamas idéologiquement, politiquement, moralement,
et qui prennent des postes d'administration publique et qui, donc, ça pourrait poser problème down the line de la perspective d'Israël, encore une fois. C'est pourquoi on dit toujours que ça inviterait des guerres additionnelles. L'Égypte, ce qu'elle propose, c'est de dire, on va reconstruire à partir de l'intérieur, on nous dit pas qui, on ne dit pas quoi. L'idée est déjà là. L'idée de dire, on va prendre charge, nous, les pays musulmans, pays arabes, de la situation et on va retirer les États-Unis de l'équation autant que possible. C'est exactement ce que voulait entendre Donald Trump. Et maintenant, soyons clairs. L'inquiétude manifestée par le gouvernement égyptien est absolument vraie. Le gouvernement jordanien, pardon. Alors que le roi dit, faites attention, si vous déplacez les Palestiniens de la région, tous les gouvernements pro-américains de la région vont s'effondrer. Parce que ça va déclencher probablement une nouvelle intifada, ça va déclencher un mouvement violent à travers la région ou une hostilité puis une résistance au plan américain qui va se manifester par de l'instabilité dans beaucoup de pays, les pays alignés avec les États-Unis. Un peu comme on l'a vu durant notamment la crise pétrolière, les deux grandes crises pétrolières, un peu comme on l'a vu durant les années 90-2000 avec la campagne américaine au Moyen-Orient. Et c'est tout à fait vrai. Les pays qui étaient alignés avec les États-Unis, par extension, ont été disons, endommagés en termes de réputation dans la région. On les a vus comme des collaborateurs. On les a vus, les Saoudiens notamment, qui ont été très mal vus. Ça a mené à la naissance d'Al-Qaïda qui répondait à la collaboration de l'Arabie saoudite avec les États-Unis et à présence américaine sur le territoire saoudien qu'on disait la Terre sainte. Donc, il ne faudrait pas se surprendre. C'est effectivement, il y avait de la tension énorme en réponse aux actions américaines et que cette tension ne se manifeste pas nécessairement par un nouveau 9/11. Peut-être, oui, les États-Unis peut-être seraient visés éventuellement, mais ce serait beaucoup dans les pays arabes. Et ces pays, ce sont ces fameux collaborateurs, faut le dire. Oui, ce sont ces fameux collaborateurs. Beaucoup de pays de la région qui sont des collabos américains, qui ont été installés par la puissance américaine à travers les dernières décennies, maintenus en place. On pense notamment au Maroc. On pense notamment à la Jordanie, l'Égypte. Tous ces pays, c'est complètement anachronique. Ça n'a pas de sens. On parle d'une monarchie pour ce qui est de la Jordanie, on parle d'une monarchie au Maroc, on parle en Égypte du général Sissi. Il n'y a pas personne ici qui a des grosses prétentions démocratiques. Donc oui, il est tout à fait vrai que leur légitimité politique, elle est discutable et que dans l'éventualité où la population se trouvait soudainement insatisfaite vis-à-vis de leurs actions, il pourrait y avoir des révolutions, il pourrait y avoir des tensions additionnelles, ce ne serait pas complètement étonnant. Donc l'inquiétude manifestée par la Jordanie, elle est tout à fait légitime, véridique. S'il fallait qu'ils soient vus en train de collaborer avec un plan comme ça, il est possible que tous ces gouvernements seraient renversés demain matin. Et c'est beaucoup d'ailleurs, hein, quand on parle de Erdogan, on dit Erdogan est ci, Erdogan est ça. Erdogan fait de la politique. Les Turcs sont sensibles à la cause palestinienne. Erdogan veut représenter, symboliser, si on veut, cette sensibilité. Erdogan ne peut pas être vu en train de collaborer avec les Américains sur la question de Gaza. Il ne peut pas être vu en train de faciliter la vie des Israéliens dans leur oppression du peuple palestinien ou de la bande de Gaza. Donc oui, la Turquie va faire beaucoup de gesticulations. Encore une fois, ça cause des enjeux politiques internes. S'il fallait qu'il soit vu comme un collaborateur, il serait remplacé instantanément. Donc, il faut toujours s'en rappeler que ces pays arabes composent avec des audiences domestiques, composent avec des audiences locales qui jugent leurs actions de manière très sévère lorsqu'il est question de la collaboration avec les États-Unis, spécifiquement sur la question de Gaza et du peuple palestinien. Alors, une nouvelle, on termine avec ça très rapidement parce que je veux pas qu'on s'éternise, mais on a quelque chose de fascinant vraiment qui nous provient cette fois des États-Unis. Pour une fois qu'on a un développement technologique qui nous provient pas de la Chine ou d'ailleurs dans le monde, notamment Israël, là, pour ce qui est des systèmes de défense et toutes les questions militaires. On a en fait Microsoft qui nous annonce cette semaine, il y a 5 jours, des ordinateurs quantiques puissants qui seraient disponibles non seulement en quelques années, non en quelques décennies, mais bien en quelques années par Microsoft. Microsoft a dévoilé une nouvelle puce appelée Majorana One, qui, selon elle, permettra la création d'ordinateurs quantiques capables de résoudre des problèmes significatifs à l'échelle industrielle en quelques années et non en quelques décennies. Il s'agit du dernier développement en matière d'informatique quantique, un domaine d'ailleurs où la Chine avait clairement une avance, une technologie qui utilise les principes de la physique des particules pour créer un nouveau type d'ordinateur capable de régler des problèmes que les ordinateurs ordinaires ne peuvent pas résoudre.
Créer des ordinateurs quantiques suffisamment puissants pour résoudre d'importants problèmes du monde réel est un véritable défi et certains experts estiment qu'il faudra des décennies pour y parvenir. Mais Microsoft affirme que ce calendrier peut désormais être accéléré considérablement en raison des progrès transformateurs qu'il a réalisés dans le développement de la nouvelle puce impliquant un conducteur topologique basé sur un nouveau matériau produit. L'entreprise estime que son topoconducteur a le potentiel d'être aussi révolutionnaire que l'a été le semi-conducteur dans l'histoire de l'informatique. Les experts ont déclaré à la BBC que davantage de données étaient nécessaires avant que l'importance de la nouvelle recherche et son effet sur l'informatique quantique puissent être pleinement évalués. On nous parle donc d'une technologie qui, originalement, était planifiée pendant plusieurs décennies, bien sûr, et le gros défi qu'on a eu par rapport aux ordinateurs quantiques, ça a été d'utiliser les qubits. Ça a été de produire des qubits d'abord qui étaient de dimensions réalistes pour les employer dans un ordinateur, dans un système informatique, mais aussi qui étaient assez stables et qu'on pouvait employer. Aujourd'hui, Microsoft nous dit non seulement on a découvert une nouvelle particule qu'on avait seulement théorisée auparavant, mais on a trouvé comment la manipuler, comment contrôler cette particule. Et puisqu'on est en mesure de la contrôler, on est en mesure de contrôler les attributs fondamentaux des qubits et donc soudainement, on débloque essentiellement des décennies de progrès technologiques à travers cette percée fondamentale. C'est donc un bond de géant vraiment pour l'industrie américaine parce que depuis très longtemps, en termes d'informatique quantique, il y avait seulement les Chinois dans la game. Les Chinois étaient tout seuls à avancer. On avait déjà de la communication qui avait été établie à partir de satellites, même vers la Terre, communication quantique. Et aujourd'hui, Microsoft nous dit qu'on a produit une puce fonctionnelle qui permet de commencer la recherche sérieuse sur la question de l'informatique quantique, quelque chose qu'on n'avait pas imaginé pour encore plusieurs années. Pour vous donner une image, en fait, ce qu'on nous donne comme exemple ici, c'est qu'un ordinateur traditionnel aurait besoin de l'entièreté du temps depuis le début de la naissance de l'univers et aurait besoin d'être aussi gros que la planète Terre lui-même pour résoudre des équations qui peuvent être résolues en quelques secondes par un ordinateur quantique. C'est donc un bond absolument gigantesque et c'est pour théoriser les matériaux notamment. On nous dit qu'on est en mesure de théoriser, de créer des modèles réalistes de la science matérielle comme jamais auparavant. Ce que ça promet, bien sûr, c'est que si on est en mesure de reproduire des matériaux, des substances naturelles, peu importe, des phénomènes naturels, à partir d'ordinateurs, il n'y a plus besoin de mener des expérimentations, plus besoin de mener des expériences en laboratoire, parce que nécessairement, il y aurait moyen de le créer directement de manière logicielle. C'est une percée extrêmement intéressante et ça relève les enjeux considérablement pour ce qui est de l'informatique quantique à l'échelle internationale. Merci à tous d'avoir été là pour cette nouvelle revue de presse, alors qu'on avait, je pense, un agenda assez chargé pour ce qui est autant du Moyen-Orient, l'Allemagne que l'Ukraine. La semaine prochaine, on va essayer autant que possible d'élargir notre horizon et d'en revenir tant à ce qui se passe du côté des États-Unis avec la réduction de la bureaucratie qu'au Canada, ce fameux processus d'introspection, et plus largement sur l'Europe. Alors que, on a parlé beaucoup de l'Allemagne aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait l'opportunité de traiter plus individuellement des pays et de leurs réactions vis-à-vis, disons, la transformation des États-Unis au cours des derniers mois. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. C'était Benjamin Tremblay. D'ici là, partagez l'amour, semez l'espoir. Je vous aime.